et bienvenue dans Forum. Aujourd'hui, nous avons changé de décor pour une émission spéciale sur l'actualité brûlante et chargée de cette fin d'année 2018. Les sujets abordés seront l'attentat malheureux de Strasbourg, la tenue du 11e congrès du Mouvement Nation, le pacte migratoire, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Et puis, les analyses et positions du Mouvement Nation par rapport au phénomène des Gilets jaunes. Et enfin, nous terminerons par la crise gouvernementale. Est-ce une crise de régime? Alors, pour aborder ces sujets, deux invités. Tout d'abord, Hervé Van Latem, président du Mouvement Nation. Bonjour Hervé Van Latem. Bonjour. Et puis Olivier Boyce, responsable de la province du Luxembourg pour le Mouvement Nation. Bonjour Olivier Boyce. Bonjour. Alors, le premier sujet, comme je le disais, donc les attentats de Strasbourg. Vous savez que hier soir, un tireur fou s'est attaqué au marché de Noël de Strasbourg et le bilan est lourd puisqu'on dénombre plusieurs victimes, dont 3 mortes par balle. Alors, Hervé Van Latem, vous pouvez peut-être dire un mot sur l'attentat de Strasbourg. Est-ce que ça vous étonne finalement cet attentat? Bien entendu que non, ce n'est que le prolongement de toute une série d'actions terroristes qui ont lieu maintenant depuis plusieurs années en Europe. Et si je me permets une petite correction, ce n'est pas un tireur fou, c'est un tireur qui savait très bien ce qu'il faisait, c'est un tireur islamiste. C'est quelqu'un qui a été condamné 27 fois alors qu'il était âgé de 29 ans, et 27 condamnations, il était en liberté. Il est vrai, j'imagine, que les services de renseignement français sont tellement occupés à traquer les gilets jaunes et à essayer de trouver un ou deux dudus un peu folkloriques d'extrême droite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de quelqu'un qui... Alors quand même, là on ne peut pas dire qu'on est étonné, il a le profil type, il a la dangerosité absolue, et ce type se promenait en liberté, et personne n'a rien vu venir. Il semble qu'il était d'ailleurs fiché S. Oui. Alors on peut se poser la question finalement, est-ce que les autorités sont en mesure d'assurer la sécurité? Bien sûr que non, parce que l'ennemi est à l'intérieur. Il y a plusieurs dizaines de milliers de fichiers S. Si déjà tous les fichiers S de nationalité étrangère seraient expulsés, ça ferait déjà beaucoup moins de travail. Mais non, on ne peut pas, pour toute une série d'arguties juridiques, etc. Mais bon, voilà, c'est de nouveau les bisounours, et c'est de nouveau la démocratie naïve et faible qui se laisse faire. Et bon, voilà, c'est de nouveau des citoyens qui sont tués. C'est jamais les gouvernants, c'est jamais les autorités, c'est jamais des responsables. Ce sont les pauvres citoyens qui, eux, n'ont pas des milliers de policiers et de gendarmes pour les défendre comme M. Macron. Et ça, évidemment, ça ne va pas. Maintenant, il y a une autre chose à laquelle il faut bien penser, c'est que ici, on a attaqué un marché de Noël, et c'est pas un hasard. On a attaqué un marché de Noël parce que la personne qui a fait ça et les gens qui l'ont motivé sont des gens qui haïssent nos valeurs et qui haïssent tout ce que nous représentons. Et cette haine-là, elle n'est pas ou peu réprimée. Vous entendez tout le temps parler de la lutte contre la haine sur Internet, et on parle évidemment toujours des méchants, entre guillemets, soi-disant racistes, anti-immigrés, mais en fait, la haine salafiste, la haine djihadiste, là, elle est assez peu poursuivie, et on se demande bien pourquoi. En tous les cas, puisque j'ai l'occasion déjà de parler de ce sujet-là, je voulais bien dire que pour nous, le problème des islamistes, ce n'est pas qu'on doit les surveiller. Pour nous, le problème des islamistes n'est pas qu'on doive essayer de les comprendre, ni de les déradicaliser. Non, nous, on veut tout simplement qu'ils dégagent. Alors évidemment, ceux qui ont fait des actes terroristes, il faut les punir, et ceux qui sont uniquement islamistes, eh bien on doit les dégager, et ce sera bien évidemment à nouveau un des leitmotifs de Nation pour 2019, il faut chasser les islamistes. Alors la Belgique, d'après vous, est-ce qu'elle pourrait être encore frappée? Oh bah bien sûr, c'est la même problématique qu'en France, il y en a tellement. Avant, le terrorisme, évidemment, était idéologique, donc il suffisait de surveiller quelques groupes politiques d'extrême gauche. D'ailleurs, je rappelle là, parce que je sais bien qu'il y a des journalistes qui fantasment sur l'extrême droite, mais jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce jour, et depuis les 30 dernières années, les seules organisations qui ont pratiqué le terrorisme en Europe, et en Belgique en particulier, ce sont des organisations d'extrême gauche, je le rappelle quand même. Mais donc, on n'avait qu'à surveiller des groupes d'extrême gauche. Lorsque c'était du terrorisme international, il suffisait de surveiller les gens qui venaient de l'étranger. Maintenant, c'est du terrorisme intérieur. Ce sont, si on parle du terrorisme islamiste, soit des Belges souches qui ont été convertis, soit des jeunes issus de l'immigration arabo-musulmane et qui se sont auto-radicalisés. Et donc ça, c'est le plus difficile, évidemment. Et comme le politiquement correct règne et qu'on n'ose pas
appeler un chat et surveiller qui il faut surveiller, eh bien on se retrouve dans cette situation ubuesque où on sait qu'il y a des terroristes, on sait qu'il y a des noyaux de radicaux, mais on n'ose pas trop y toucher parce que quand même on serait mal vu. Évidemment ça va recommencer en Belgique aussi, mais bien sûr, malheureusement, mais c'est comme ça. D'après vous, les islamistes ne sont pas les seuls responsables, les autorités ont une large collaboration par rapport à ça. Tout à fait, par leur faiblesse, par leur complicité, enfin leur complicité indirecte, mais il est clair qu'il y a toujours ce problème de clientélisme. On sait très bien qu'il y a un vote communautaire qui est très, très fort en Belgique, et que certains ne pensent qu'à ça, c'est « oh là là, je vais faire en sorte de telle ou telle communauté continue à voter pour moi », et donc on n'ose pas appeler un chat un chat. Moi je suis persuadé que même dans la communauté musulmane, bien évidemment dans la communauté musulmane, heureusement, il y a plein de gens qui voudraient qu'on fasse le ménage, mais les autorités n'osent pas. Bien. Alors, Olivier Beuys, samedi 9 décembre s'est déroulé le congrès du Mouvement Nation. Alors, comment ça s'est passé? Ah, c'était fantastique, c'était un très beau congrès, très grand, beaucoup d'animations, beaucoup de monde surtout, parce que ça c'est important. Et il faut savoir que dans ce congrès, nous avons de plus en plus de monde qui vient participer au congrès. C'est immense, ça devient de plus en plus grand. Ça prouve quand même, par le nombre de personnes qui participent chaque année de plus en plus, que le Mouvement Nation augmente considérablement son électorat aussi. Il faut savoir que toutes les personnes qui viennent ne sont pas spécifiquement des membres adhérents, mais sont aussi beaucoup d'adhérents. Donc nous avons eu le plaisir de rencontrer pas mal de gens qui s'intéressent à Nation, qui posent des questions, qui sont prêts à devenir adhérents. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui se sont fait adhérents. Est-ce que c'est pas aussi parce que finalement, les congrès sont de plus en plus professionnels, on va dire au niveau de l'organisation, si je peux me permettre Je dois dire que l'organisation de Nation est certainement une organisation unique en région francophone en Belgique. Parce que c'est vrai que nous avons pas mal de petits partis qu'on voit traîner un peu partout, et que finalement, le seul professionnalisme que j'ai pu moi-même constater, et que je constate de jour en jour d'ailleurs, c'est le professionnalisme de Nation. On a beau crier, je ne vais pas citer les autres bien entendu, mais ces formations ne sont rien, ne représentent rien. Donc Nation est effectivement la seule alternative possible en Belgique francophone. Alors lors de ces congrès, il y a le renouvellement, donc le vote de la présidence du mouvement, il y a également le vote de motion, mais il y a aussi des invités et des débats de qualité qui ont lieu. Bien sûr, il y a des débats, il y a les motions, comme vous l'avez très bien dit, où tout le monde peut effectivement exprimer aussi des nouvelles motions, des nouveaux sujets, qui sont acceptés ou non, c'est selon les votes, bien entendu. Nous avons eu des invités, donc... Une réelle démocratie interne. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a d'ailleurs une des motions qui a retenu mon attention. Vous avez... c'est un vote pour voir si le Mouvement Nation décidait d'aller aux élections européennes, fédérales et régionales. On sait que le Mouvement Nation est de plus en plus électoraliste. Alors pourquoi demander l'avis des militants? C'est l'effet même d'une démocratie. C'est l'effet même d'une démocratie. À partir du moment où vous dites démocratique, il faut quand même aussi demander l'avis de la population. C'est ce qu'on fait à Nation. Nation est reconnue comme telle, c'est le seul mouvement qui demande l'avis des citoyens. Que ce soit un simple membre ou que ce soit un cadre, on demande l'avis des gens. Et c'est voté. Bien sûr, ici, nous avons eu la chance d'avoir... nous allons donc aux élections parce que ça a été voté à la majorité. Maintenant, ceci dit, en plus, les élections, surtout ces élections-ci où il va falloir des milliers de signatures de parrainage, où ça va être une très longue campagne qui va demander beaucoup de temps et d'énergie, vous ne pouvez pas le faire comme il faut si les militants ne sont pas vraiment là derrière. C'est aussi une des raisons pour laquelle on leur a demandé. On va leur demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et évidemment, s'ils le font à contre-cœur, ça ne marchera pas. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on leur a demandé. Il faut les responsabiliser. Alors justement, Hervé Van Lantem, ce congrès va-t-il impliquer des changements au sein du Mouvement Nation ? Relativement peu, parce que je pense que de manière assez unanime, les gens ont eu l'air de dire qu'ils étaient assez contents de l'organisation. On peut dire que vous avez été d'ailleurs réélu avec un excellent score. Hein. Oui, on va dire ça, oui. Effectivement.
évidemment, il va y avoir quelques remplacements, quelques nominations. Pourquoi? D'abord parce que des gens vont être appelés à d'autres responsabilités. En plus, maintenant ici, il va vraiment falloir que l'on s'adapte au format des élections à venir. Et enfin, bon là, sans faire du management et sans jouer à l'entreprise, on va quand même devoir vraiment mettre the right man or the right woman on the right place, hein, donc la bonne personne au bon endroit. Parce que si on veut avancer, si on veut qu'il y ait des bons résultats, il faut que les gens que l'on va nommer, les cadres que l'on va nommer, eh bien, obtiennent des résultats de par leur travail. Donc, effectivement, on va quand même devoir regarder à cela. Alors, cette émission est un parfait exemple. Et de plus en plus, le Mouvement Nation développe sa communication sur le net. Est-ce que là aussi, il y a encore des projets par rapport à ça? En tout cas, à être de plus en plus actif sur les réseaux sociaux. Donc, on l'a vu lors de la dernière campagne électorale, donc lors des élections locales en 2018. Il est clair qu'une grande partie de la campagne, une grande partie de nos voix, on a été les chercher sur les réseaux sociaux. Par des vidéos, par des émissions de télé, par des visuels. Et donc, on va essayer d'améliorer ça encore de plus en plus. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel à toutes les personnes qui seraient branchées dans ce cadre-là, que ce soit les sites Internet, Facebook, vidéo, enfin, tous les modes de communication. On ne sera jamais assez pour en faire. Hein. Voilà. Alors, encore une question sur ce congrès. On a remarqué, dans les débats, un représentant du Vlaams Belang. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, d'abord que nous sommes un mouvement qui est résolument ouvert, c'est-à-dire ouvert au débat, même avec les mouvements avec lesquels on n'est pas d'accord sur tout. Voilà, je pense qu'on est aujourd'hui confronté à des défis, et on va en parler tantôt sans doute avec le pacte migratoire, l'invasion migratoire et le reste. Je pense qu'on est aujourd'hui confronté à des défis qui font que, voilà, si on a des petites différences, il va falloir les mettre de côté et aller à l'essentiel. L'essentiel, on en est à parler, à mon sens, de survie de l'Europe et des peuples européens. Alors si pour ça je dois parler à des gens qui, sur certains plans, tout le monde le sait quand même, je ne suis pas d'accord, mais il faut aller à l'essentiel. Tout mouvement, toute organisation, tout parti politique qui a dans son programme la défense des valeurs et des peuples européens, eh bien, c'est un allié potentiel. Le reste, oui, c'est une question de détail. Est-ce que vous avez l'impression que vraiment les différents mouvements en Europe vont vers ça, vers une collaboration? Je pense qu'à un moment, la situation va devenir de plus en plus grave et à un certain moment, on ne devra plus faire la fine bouche. Voilà. Alors, justement, on va venir au pacte migratoire qui a été signé à Marrakech. Et Olivier Boyce, qu'est-ce que ça signifie finalement, en résumé, ce pacte migratoire? Ce que ça signifie surtout la fin de notre culture et tout ce qui s'ensuit. Mais en dehors de ça, en fait, ce pacte, comme ils disent, n'est pas contraignant. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux dans le sens où la justice, en Belgique et ailleurs en Europe, va pouvoir se servir de ce pacte pour poursuivre les gens qui sont évidemment contre l'immigration légale ou illégale, quelle qu'elle soit. Donc finalement, ça c'est déjà une chose, c'est très dangereux. Ce pacte est très dangereux pour l'Europe, est très dangereux pour nous en tant que Belges, et définitivement est dangereux pour tous les mouvements politiques, tels que Nation ou le VB. Ça veut dire que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il va devenir tôt ou tard contraignant? Il va devenir tôt ou tard contraignant. Peut-être pas dans un premier temps, parce que ils vont essayer de faire passer un peu la pilule d'une façon ou d'une autre. Mais tôt ou tard, ce pacte va servir à pouvoir détruire, ou en tout cas mettre en justice des mouvements tels que Nation, tels que d'autres mouvements du côté flamand. Ça, c'est garanti sur facture. Pourtant, ces défendeurs disent que ce pacte va permettre de mieux gérer les flux migratoires et de mettre en place des accords concernant les rapatriements. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Mais écoutez, les rapatriements, c'est assez simple. Hein. Les rapatriements, je ne vois pas pourquoi il faut un pacte pour faire des rapatriements, c'est déjà une chose. Pour les rendre plus humains, on va dire. Mais il n'y a rien d'humain à rapatrier quelqu'un. C'est un fait certain. Mais il faut bien savoir que nous ne pouvons pas accorder l'asile. C'est une nécessité. On ne peut pas accorder l'asile au monde. Nous sommes la Belgique, hein, il faut bien se rendre compte de ça. Donc je pense que ce pacte
c'est juste pour moi, ou pour Nation en tout cas, c'est juste une façon de pouvoir faire taire tous ceux qui sont contre l'immigration ou en tout cas contre l'immigration illégale. C'est vrai qu'après tout, il existe déjà la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourquoi ce pacte? Voilà, pourquoi rajouter ce pacte? Ça ne sert strictement à rien. C'est une arme. C'est une arme qui va servir aux dirigeants actuels pour simplement museler les partis ou le peuple, carrément, le peuple qui ne veut plus de cette immigration. On le sait, en Belgique, 70% de la population est contre l'immigration. Mais comment faire taire cette population? Eh bien, vous avez un pacte. Voilà. Qui est non contraignant pour l'instant, mais qui, tôt ou tard, le deviendra. Par la jurisprudence? Par la jurisprudence. Il y aura, à un moment ou à un autre, une jurisprudence qui fera office de... Et voilà. On se référera à ce pacte. Tout à fait. Okay. Alors, Hervé Van Latem, comme je l'ai dit d'emblée, actualité oblige. Il était prévu justement une manifestation ce dimanche contre ce pacte. Et on vient de l'apprendre ce soir, elle vient d'être tout simplement interdite. Alors peut-être vous pouvez réagir par rapport à ça. Voilà, on est en Belgikistan, hein, c'est-à-dire on est en République soviétique de Belgique, et les socialistes évidemment, parce que cette interdiction a été faite non seulement par le bourgmestre de la ville de Bruxelles, mais par le président de la région Bruxelles-Capitale. Donc les manifestations dimanche sont interdites sur les 19 communes. C'est quand même assez marquant et assez extraordinaire. Dans cette capitale, des gens manifestent alors de partout. Alors il y a le PKK qui manifeste, il y a l'extrême gauche, il y a des gens, des organisations en faveur du terrorisme, il y a les islamistes, tout le monde peut manifester, sauf les organisations qui, par exemple, dans ce cas-ci, sont contre le traité de Marrakech. C'est quand même quelque chose d'assez marquant. Ça veut dire que dans ce pays, on n'a plus le droit de dire stop à l'immigration? Ah, bien sûr, de moins en moins. Et alors, après ce pacte, je pense que ce sera définitivement terminé. Donc voilà, maintenant, je sais que les organisateurs vont faire un recours devant le Conseil d'État, qui peut éventuellement casser cette interdiction. On verra ce que ça donne. Si la manif est finalement autorisée, bien évidemment, Nation y participera. Affaire à suivre, alors. Oui. Alors, actualité brûlante, celle-ci, sur les gilets jaunes. Alors, quelle est, Monsieur Beuys, l'analyse et les positions du mouvement Nation par rapport à ce phénomène? Alors bon, comme on sait tous, Nation est un mouvement solidariste. Il est donc tout à fait normal qu'il se trouve à côté du peuple. Bien sûr, c'est un mouvement qui a débuté par une étincelle. Hein. C'est une étincelle bien simple, les taxes sur le carburant. Malgré ça, les taxes sur le carburant ne sont qu'un élément. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et bien sûr, ce mouvement prend de l'ampleur. Notre position face à ça, c'est que nous suivons bien entendu le peuple. Et... C'est plus un ras-le-bol général, finalement, que les taxes, qu'un problème de taxes? Je pense que c'est un ras-le-bol général. Il faut savoir quand même que depuis 50 ans, le peuple belge est submergé d'impôts, hein, que ce soit sur le carburant ou que ce soit sur d'autres choses. Le peuple belge ne sait plus finir le mois. Donc on ne parle pas là de la personne qui est au CPS ou qui vit d'autre chose. Non, on parle vraiment des travailleurs, des couples même, qui travaillent ensemble, qui ne savent plus terminer le mois. Mais il y a un moment où il faut arrêter. Donc évidemment, la taxe sur le carburant a fait déborder le vase et le peuple se retrouve à la rue. Peut-être également une crise de confiance par rapport à la classe politique traditionnelle. Oh mais bien sûr, il n'y a plus aucune confiance, ni en la politique, ni en la justice. Vous pouvez demander à un Belge, n'importe lequel dans la rue, il vous dira « je n'ai pas confiance dans ce gouvernement ». Le malaise est profond. Le malaise est très profond. Nous craignons pour la suite d'ailleurs. Hervé Van Latem, jusqu'à quel point Nation est engagée dans les Gilets jaunes et ce que dit la presse sur l'infiltration du mouvement, finalement, est
exact, l'infiltration des Gilets jaunes par le mouvement Nation? Est-ce que c'est exact? Par rapport à la presse, c'est oui et c'est non. C'est oui dans le sens que, bien évidemment, comme disait Olivier, Nation est un mouvement populaire et social, donc bien évidemment, on est aux côtés des Gilets jaunes depuis le début, dans des comités locaux, dans des opérations de blocage, mais aussi lors des 2 tentatives de rassemblement à Bruxelles. Où ce n'est pas vrai, évidemment, c'est quand ils parlent d'infiltration ou de manipulation. Et certainement pas par rapport aux incidents. C'est-à-dire que les militants de Nation n'ont rien participé aux actes de violence de ces 2 derniers samedis à Bruxelles. Et au contraire, le 30 novembre, nous avons à plusieurs reprises été en tête de cortège et on a essayé d'encadrer ça. C'était très difficile, évidemment. On n'avait pas notre propre service d'ordre avec nous. C'était pas nous les organisateurs, donc c'était très difficile. Mais on a essayé de les encadrer. Et ça a plus ou moins fonctionné, parce que pendant 2-3 heures, ça a été relativement bon enfant. Bon, ok, ça a bloqué toute la ville, mais il n'y avait rien de vraiment méchant, ni d'agressif, ni de violent. Et au bout de 3 heures, en partie à cause des autorités politiques qui ont refusé qu'il y ait une délégation qui soit reçu par Charles Michel, mais aussi à cause de casseurs d'extrême gauche, évidemment, tout ça c'est un peu transformé. Donc voilà, alors effectivement, nous sommes aux côtés des Gilets jaunes, on ne veut pas ni les manipuler, ni les infiltrer, on est simplement à côté de notre population. Et alors, pour ceux qui me diraient, oui, mais c'est un mouvement politique, mais c'est n'importe quoi. Tout est politique dans ce dossier. Les taxes, l'augmentation du prix de l'essence, les impôts, enfin tout ce que les gens exigent comme changement, ils devront se faire de manière politique. Donc tout est politique. Alors évidemment, il n'y a aucune raison qu'on n'y soit pas. Alors, samedi 15, c'est annoncé une 3e grande manifestation des Gilets jaunes à Bruxelles. Est-ce qu'elle est autorisée tout d'abord? Ah ben actuellement, on n'en sait rien. Donc... comment dirais-je, on connaît bien les gens qui ont demandé l'autorisation. Ouais. Et ce qui est assez amusant, c'est que pendant 10 jours, on a vu dans les précédentes, avant les précédentes manifestations, la porte-parole de la police de Bruxelles dire on voudrait tant un interlocuteur. Depuis jeudi passé... Le bourgmestre l'a déclaré aussi, je pense. Oui, voilà, tout à fait. Et depuis jeudi passé, nous sommes mercredi soir, donc ça fait presque une semaine, ils ont un interlocuteur. Quelqu'un a demandé une autorisation de manifester. Et depuis, pas de réunion, pas de discussion, pas de négociation. C'est bien la preuve que tout ça est une énorme hypocrisie. Je crois que ça arrange un peu le système, que tout ça soit un peu sauvage, etc. Et c'est peut-être pour donner une mauvaise image, ça c'est tout à fait possible. L'autre possibilité, évidemment, c'est que, une nouvelle fois, il y a un interlocuteur, mais l'interlocuteur ne leur plaît pas. Ça leur aurait sans doute beaucoup plus si ça avait été un syndicaliste, ou un membre du PS, ou un membre des colos. Et là, sans vouloir trahir le secret, je crois que la personne n'est ni syndiquée, ni membre du PS, ni membre des colos. Et donc voilà, et je pense que peut-être ils n'aiment pas trop ce genre d'interlocuteur. Et donc voilà, en tout cas, a priori, il y aura un rassemblement le 15 décembre à 13h, place de Luxembourg. On n'ira pas les couleurs de Nation, ni de d'autres mouvements politiques, mais il y aura évidemment, probablement, disons que Nation prendra sa part de l'organisation, bien sûr. Alors, on le voit, les médias du système n'arrêtent pas de crier au loup par rapport donc, à un prétendu noyautage des actions des Gilets jaunes par l'extrême droite, mais également par l'extrême gauche. Alors, d'abord, est-ce que c'est bien réel au niveau de l'extrême gauche? Et si c'est le cas, quelle en est la cohabitation? Ben, effectivement, il y a aussi les militants d'extrême gauche, c'est ce que je disais. D'ailleurs, il suffit de regarder les casseurs, il suffit de regarder les tags qu'il y a après les incidents, et les slogans sont typiquement de gauche, puisqu'ils sont typiquement lamentables. Hein. J'ai vu un tag sur un mur qui disait ni travail, ni patrie, ni mari. Voilà, vous voyez le niveau, quoi. Mais ça, c'est typiquement anarcho-marxiste, etc. Mais donc, effectivement, il y a des gens d'extrême gauche. Alors, la cohabitation... Pardon, on aurait pu y croire un moment, parce qu'il y a eu, par exemple, à Couvain, le cas de militants du PTB et de militants de Nation qui étaient ensemble, en connaissance de cause, sur le même barrage, et le gars du PTB qui avait assumé ça assez courageusement sur un tweet. Mais évidemment, mal lui en a pris, puisque d'ailleurs, je pense que depuis, il a quitté le parti, parce que, évidemment, il y a eu des pressions très fortes du PTB.
Le 30 novembre, oui, on sait. Il y avait un petit nombre d'anarchistes. Ils sont restés dans leur coin. On s'est un peu regardé de travers, mais sans plus. Mais depuis, évidemment, sur les réseaux sociaux, ils en sont à dire qu'il faut chasser Nation des luttes. Et ils mettent des photos de nos militants et ils font des menaces. Donc, je pense que l'extrême gauche est à nouveau dans son rôle réel, c'est-à-dire de diviseur des luttes. Et aussi quelque part d'infanterie coloniale du système, de chien de garde du système, puisque quand on voit, et ici je vise particulièrement une extrême gauche soi-disant anarchiste, ils en sont à dire qu'il faut, ils préfèrent la lutte antinationaliste que la lutte anti-Charles Michel. Voilà, ça veut tout dire. Je pense que c'est leur rôle, qu'ils soient conscients ou inconscients, ils sont l'infanterie coloniale du système, donc voilà... C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, le mouvement Nation, on le sait, il est étiqueté extrême droite et il soutient un mouvement social comme les Gilets jaunes. Alors, est-ce que ça n'est pas un petit peu étrange? Est-ce que c'est compatible, ça? Tout simplement parce que Nation n'est pas un mouvement d'extrême droite. On n'est pas à la droite de la droite. Nous ne sommes pas des hyper-libéraux. Je sais que beaucoup de groupes ou de partis qui se disent nationalistes ont, effectivement, je reconnais, une politique économique très libérale. Ce n'est pas notre cas du tout. Mais vous n'êtes pas de gauche non plus. Non, on est sur des valeurs... nous sommes un mouvement patriote, nous sommes conservateurs sur toute une série de valeurs, que ce soit les problèmes de l'immigration, le problème de la sécurité, le problème des valeurs familiales, traditionnelles. Mais sur certains plans, oui, nous ne sommes pas socialistes, nous ne sommes pas marxistes, mais on pourrait dire que nous sommes progressistes, oui, tout à fait. Donc nous ne sommes pas économiquement d'extrême droite, loin de là, et donc c'est tout à fait notre place dans ce genre de mouvements sociaux. C'est pas la première fois d'ailleurs que nous participons à des manifestations à caractère social, donc voilà, sauf que là, évidemment, manifestement, on nous a beaucoup remarqué, oui. Alors, on va aborder le dernier sujet. La crise gouvernementale, est-ce finalement une crise de régime? Alors, Olivier Beuys, peut-être une première réaction par rapport à cette crise gouvernementale, votre analyse? Mon analyse est assez simple, dans le sens où je pense que c'était déjà un peu prévu. Ça traînait depuis tout un temps, avec la NVA qui fait plus de l'électoralisme que de suivre réellement Charles Michel. Je pense que oui, cette crise était prévue, et puis elle est tombée à... En fait, c'est le pacte. Le pacte les fait tomber facilement, et la NVA préfère jouer l'électoralisme de peur de perdre son électorat face à d'autres formations, en Flandre notamment. Et elle a préféré jouer ce jeu-là. Je pense que c'est... Pourtant, ici, on le voit, on a affaire véritablement à un bras de fer entre Charles Michel et la NVA. Et à votre avis, qui est perdant dans l'histoire? Qui va être perdant? Je pense que perdant, il n'y en aura pas. Charles Michel, à mon avis, se prépare pour les élections prochaines. Je ne sais pas s'il se présentera ici en Belgique ou si déjà il se présentera en Europe. À l'Europe, donc comme son père, il suivra de toute façon les traces, c'est juste une question d'argent à mon avis. Quant à la NVA, elle va perdre à mon avis un petit peu face au Vlaams Belang en Flandre, mais sa stratégie restera payante en Flandre. Hervé Van Atem, la NVA, est-ce que finalement elle fait du populisme ici? Elle est la parfaite illustration de ce que nous disons depuis des années, de ce que sont les partis populistes. Ça a la couleur du Canada Dry, ça a la couleur de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est du Canada Dry. Et c'est exactement ça. Cette histoire est un bel exemple. Il faut quand même savoir que ce pacte sur la migration est prévu depuis longtemps. Et au moment où ils en ont parlé, la NVA a trouvé ça tout à fait normal. Ce n'est que sous la pression du Vlaams Belang que la NVA a changé son fusil d'épaule, de peur de perdre des voix. Et ça, c'est de la première illustration. Donc, c'est que les populistes, en fait, ils font semblant d'être anti-immigration, mais ils ne le sont pas. Lors de la conférence de presse où ils ont annoncé leur départ du gouvernement, la première chose que Bart De Wever a dit, attention, nous ne sommes ni contre l'immigration, ni contre les immigrés. C'est juste la manière dont c'est géré dont ça ne nous plaît pas. Ça veut bien tout dire. Et c'est une de nos grandes différences entre nous et les populistes, c'est que les populistes, ils veulent simplement gérer les illégaux, et encore, il faut savoir que, comment dirais-je, que quoi qu'on en raconte, le Theo Franken a régularisé et a fait rentrer
des milliers et des milliers d'illégaux. Effectivement, quand il en expulse 30, il fait tout un effet médiatique. Mais en fait, il en a, je pense, réduisé plus que les socialistes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, donc, ça prouve bien que les populistes ne veulent pas limiter l'immigration. Ils veulent moins d'illégaux, un peu plus de policiers et un peu chasser les islamistes. Enfin, comme tout le monde. Nous avons un vrai combat identitaire. Et c'est pour arrêter toute immigration et pour voir comment on peut aider ces gens-là un jour à rentrer chez eux. C'est la rémigration. D'un autre côté, ce que Vlaams Belang a fait, c'est-à-dire par une poussée politique et médiatique, elle a obligé la NVA à changer son fusil d'épaule. Eh bien ça, c'est la réponse quand des gens nous disent « mais à quoi ça sert de voter pour vous, vous ne serez quand même jamais au pouvoir ». Je ne sais pas si on ne sera jamais au pouvoir, mais si demain on a 1 ou 2 ou 3 députés, eh bien on sera un aiguillon, pas dans le dos de la NVA, mais dans le dos du MR. Je vous promets que si demain il y a des élus de nation, vous verrez comme le MR va se droitiser. Parce qu'aujourd'hui, ils ne doivent pas se droitiser, puisqu'il n'y a rien qui leur prend des voix. Et ce n'est pas les incompétents et les absents et les comiques du PP qui vont y changer quoi que ce soit. Si demain, il y a un parti marqué qui prend des voix et des sièges, eh bien, je vous promets que le MR, tout d'un coup, va se droitiser. Eh bien, voilà, c'est un bel exemple. Le VB l'a fait avec la NVA. Si demain, Nation a des élus, eh bien, nous ferons la même chose avec le MR. Est-ce que quelque part, ça pourrait aussi mettre en danger le cordon sanitaire, hein? On le voit en Flandre avec le dernier sondage. Si on additionne les résultats du Vlaams Belang et de la NVA, on arrive à peu près à 45%. Alors que du côté wallon, c'est encore loin d'être le cas. Est-ce que ça pourrait mettre une pression par rapport au cordon sanitaire et pouvoir peut-être ouvrir... D'abord, le cordon sanitaire médiatique en Flandre n'existe pas. C'est-à-dire que le Vlaams Belang a accès à tous les médias ou à peu près. Le cordon sanitaire politique, oui, il y a un moment où ça va devenir difficile. Je veux dire, Bart De Wever est obligé maintenant d'expliquer à ses électeurs, alors qu'il a toujours dit qu'il n'aimait pas la gauche, que dans certaines villes, il préfère que la NVA gouverne avec les écolos, plutôt qu'avec le Vlaams Belang. Pour les électeurs de droite flamands, ça devient un peu difficile. Donc je pense effectivement ça pourrait évoluer de ce côté-là. Mais bon, maintenant ça c'est la cuisine en Flandre. Hein. Ok, eh bien Hervé Van Natem et Olivier Boyce, merci. Merci voilà. à vous. Plus d'infos sur www.nation.be ou écrivez-nous à info@nation.be. Alors likez, partagez et n'hésitez surtout pas à commenter notre vidéo. Et puis n'oubliez pas, résister, c'est déjà gagner sa liberté. Merci.